cet après-midi de vous accueillir pour cette conférence en ligne qui porte sur un thème à la fois passionnant et essentiel, à savoir comment intégrer une ONG, parcours, formation et conseils pratiques. Nous savons tous que travailler dans une organisation non gouvernementale, c'est bien plus qu'un métier. C'est souvent un engagement, une vocation et une aventure humaine exceptionnelle. Mais tant de questions se posent. Comment entrer? Comment y entrer? Quels sont les profils recherchés? Quelles compétences développer et surtout quels sont les pièges à éviter? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir. Nous allons demander aux uns et aux autres, s'il vous plaît, de couper leur micro. Merci. Donc, je disais tantôt que pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir nos chers maîtres ici ce soir, Dr Mahamat Nour Bigna, Dr Abdourachid Kéré et Dr Aboubakar Sow, qui partageront avec nous leur expérience de terrain, leur parcours personnel et leurs meilleurs conseils pour réussir dans ce secteur. Donc, avant de leur donner la parole, quelques petites règles pour le bon déroulement de cette rencontre. Je disais merci de couper vos micros pendant les interventions pour éviter les interférences. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y reviendrons à la phase d'échange. Et surtout, sentez-vous libre de participer. C'est un espace d'échange. Donc, sans plus tarder, si nos invités sont bien installés, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre de quoi noter au besoin et à vous laisser inspirer. Bonne conférence à toutes et à tous. Je disais tantôt que pour enrichir cette conférence, nous avons la chance d'avoir avec nous des intervenants au parcours inspirant, engagés sur le terrain humanitaire, porteurs d'expériences concrètes. Donc, je commence par vous présenter notre cher maître, Dr Mahamat Nour Bigna. Il est titulaire d'un master, il est médecin, il est titulaire d'un master en santé, il est titulaire d'un master en santé publique. Il est également spécialiste en santé numérique. Il est médecin-chef du district sanitaire de Melfi et ancien travailleur humanitaire. C'est un parcours qui force l'admiration. À ses côtés, nous accueillons également cet après-midi notre cher maître, Dr Abdourachid Kéré. Il est également médecin titulaire aux urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Yalgado et il est ancien chef de projet de l'ONG Santé Diabète à Ouagadougou. Également un parcours très séduisant. Enfin, nous avons également la chance et l'honneur d'avoir parmi nous notre cher maître, Dr Aboubakar Sow. Il est médecin spécialiste en coopération internationale et aide humanitaire. Recevez ici notre bienvenue, cher maître. Donc, sans plus tarder, nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter avant qu'on rentre dans la conférence proprement dite. Cher maître, Dr Abdourachid Kéré, vous avez la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, mademoiselle Madame Cissé. Et merci de m'avoir donné la parole. Donc déjà, je vais me présenter. Moi, c'est Dr Kéré Abdourachid. Je suis médecin de formation. J'ai également à mon actif un master en gestion de projet et je finalise aussi un master en coopération internationale et aide humanitaire. Alors, je pense que c'est juste la présentation. Et pour le moment, je vais vous repasser la parole, Madame Cissé, que les autres aussi puissent se présenter. D'accord, merci beaucoup, cher maître, pour cette brillante présentation. On voit que c'est un parcours qui force l'admiration. Sans plus tarder, nous allons également donner la parole à notre cher maître, Dr Mahamat Nour Bigna, pour se présenter. Merci. Bonjour chers tous, merci beaucoup pour la parole accordée.
Alors, on ne peut pas mieux se présenter soi-même. Souvent, c'est les autres qui me présentent mieux. Mais j'essaye, hein. J'essaye de me présenter. Alors, moi, je suis Dr Mohamed Nourbian. Je suis médecin de formation. Je suis expert en santé numérique. J'ai un master en santé publique. Et je suis aussi résident en médecine légale, sciences forensiques et expertise. Alors, en dehors de ça, j'occupe actuellement le poste de médecin-chef de district. Et j'ai aussi dans mon actif une carrière humanitaire, certes derrière moi déjà, mais très riche, qui est plus ou moins jalonnée avec une expérience de plus de 4 ans dans le monde humanitaire, tout confondu, que ce soit les Nations Unies ou les autres ONG nationaux ou internationaux. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui de partager, d'échanger autour de ce thème combien important. Alors, je te passe la parole, Madame Cissé. Je pense que j'en ai fini ici. Merci. Wow, merci beaucoup, cher maître. Vous voyez, comme je le disais tantôt, c'est un parcours vraiment très séduisant. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre présent à notre invitation pour cette conférence en ligne. Merci beaucoup, cher maître. Et nous passons la parole à présent à notre cher maître, docteur Aboubakar. Ok, merci beaucoup pour la parole. Alors, salut à tous et à toutes. Il faut dire que je suis très heureux d'être parmi vous pour partager notre petite et modeste expérience dans l'humanitaire. Donc, il faut dire que je suis Sou Aboubakar, médecin de formation, et je suis spécialiste en coopération internationale et aide humanitaire. Et actuellement, je suis en train de finaliser un master en économie de la santé. Et parallèlement, je fais aussi un peu de la nutrition. Je suis en train de faire une spécialité nutrition dans le contexte d'urgence. Donc, présentement, j'occupe le poste de médecin terrain avec l'organisation MSF depuis maintenant 2 ans. Nous sommes actuellement dans la zone du Sahel, plus précisément à Gorom-Gorom. Bon, par moment, peut-être que la connexion va nous faire défaut parce que la zone n'est pas très bien fournie en connexion Internet. Voilà, donc c'est un peu ce que je pourrais dire sur ma présentation. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, cher maître. Nous revenons encore sur nos paroles. C'est un honneur vraiment pour nous de vous avoir cet après-midi, nanti d'expérience et de connaissances qu'on aura l'occasion d'en profiter tout au long de cette conférence. Merci beaucoup, cher maître, et soyez le bienvenu. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer proprement dans la conférence et nous allons accorder 10 minutes à chacun de nos éminents invités pour qu'ils puissent s'entretenir sur nous ou partager avec nous leur expérience de terrain, leur parcours personnel et nous donner vraiment les meilleurs conseils pour réussir dans le secteur de l'ONG. Sans plus tarder, je passe la parole à notre cher maître, Dr Abdourachid Kéré. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole. Donc, vraiment, je remercie déjà tous les initiateurs de cette conférence-là parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup la jeunesse. Voilà, parce que avoir un diplôme, c'est une chose, mais aussi pouvoir capitaliser ce diplôme-là dans une ONG internationale, c'est autre chose. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je n'en ai pas assez. Je commence par mon expérience personnelle. Il faut dire que moi, j'ai fait la médecine avec Dr Aboubakar Sou ici, avec Dr Amin Bichara, son promotionnaire. Et dès que j'ai fini, j'étais vers la 7e année, j'ai commencé à me rendre compte que la médecine était très longue et qu'il fallait déjà commencer à habiller mon diplôme. Alors, rapidement, j'ai commencé à me poser des questions, mais dans quel secteur on pouvait se faire beaucoup de sous pour pouvoir s'en sortir dans la vie? Alors, on m'a parlé des ONG. Maintenant, je me suis demandé ensuite, mais quelle formation faudrait faire pour être dans une ONG? Parce qu'on me disait que être médecin, ça ne suffisait pas. Ça suffisait pour les postes cliniques dans les ONG comme MSF ou Médico del Mundo, mais pour pouvoir être chargé de projet ou suivi évaluateur, c'était autre chose.
Alors rapidement, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait des certifications en gestion de projet. Alors rapidement, je me suis inscrit avec le peu de moyens que j'avais dans une formation une certification en gestion de projet, option suivi, évaluation. Et c'était une formation qui était vraiment pratique, que j'ai fait dans un cabinet de la place appelé Elite Afrique. Ça m'a permis de comprendre un peu les enjeux et autour de la question de l'ONG. Parce que la formation a vraiment été pratique et on nous a appris vraiment comment faire son CV avec quelques informations vraiment très pertinentes. Alors rapidement, j'ai fait mon CV, j'ai fini ma formation de 2 mois en gestion de projet et j'ai commencé à postuler. Par jour, je pouvais postuler à 2 emplois, 1 emploi par jour. Tous les jours, j'étais sur mon PC et je postulais avec mon CV qu'on m'avait aidé à faire et une lettre de motivation adaptée. Alors, j'ai eu mes premiers entretiens, je le dis, avant de soutenir mon doctorat de médecine. Mon premier entretien, je l'ai eu avec Action contre la faim. Ça n'a pas marché parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Ensuite, j'ai eu un autre entretien avec International Rescue Committee, voilà, pour un poste aussi, où ça n'a pas marché parce que je n'avais pas aussi d'expérience. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué à déposer jusqu'à ce que je soutienne. Et que 2 mois après ma soutenance, on m'a appelé dans une petite ONG qu'on appelle ONG Santé Diabète pour un poste d'assistant projet. Voilà, prévention et soins du diabète. Alors, c'est là que j'ai pu avoir la chance d'être maintenu comme assistant de projet et j'ai commencé à travailler 2 mois après ma soutenance. Voilà. Maintenant, ça c'était mon expérience personnelle. Maintenant, quel conseil j'ai à donner maintenant aux uns et aux autres qui suivent cette conférence? C'est vrai que nous allons donner les expériences de façon vague, mais il y aura éventuellement, je pense, Wikaya va organiser éventuellement d'autres séances où nous pourrons détailler point par point les éléments que nous allons, les éléments de conseil que nous allons pouvoir donner. Alors, en introduction ou en premier point, il faut dire que je vais donner quelques conseils point par point. Il faut déjà avoir une bonne attitude, il faut avoir une bonne foi en Dieu. Il faut se dire que si les autres ont pu travailler dans une ONG, il faut avoir confiance en soi. Il faut se dire que nous aussi, nous pouvons y arriver. Ensuite, il faut avoir une base. Quand je dis une base, il faut avoir un diplôme de base, une licence, un master dans n'importe quel domaine, médecine, droit, logistique, comptabilité, ça peut passer. Ensuite, il faut habiller ce diplôme-là avec des petites certifications qui ne valent pas souvent grande chose que votre temps. Et ces certifications-là, il faut déjà commencer par des certifications en gestion de projet parce que qui dit ONG dit gestion de projet parce que c'est les projets qu'on gère dans les ONG. Alors, il faut déjà avoir une petite notion en gestion de projet ou en suivi évaluation. Et ces formations-là sont disponibles dans des plateformes gratuitement comme Disaster Ready, comme Kaya Connect, comme Kalu Institute qui demande par contre des frais. Voilà, il faut se renseigner, aller à l'information et pouvoir faire des petites formations gratuites pour pouvoir habiller, je le dis, ce diplôme que nous avons déjà. Ensuite, il faut rester informé, très organisé. Voilà, il faut par jour pouvoir consulter les alertes, les groupes d'offres d'emploi. C'est-à-dire, il ne faut pas juste rester passif, il faut rester actif. S'inscrire dans les plateformes WhatsApp d'offres d'emploi et aller sur le net. Il y a Job Alert, il y a ONEF, il y a beaucoup de plateformes qui proposent des informations sur les postes qui sont disponibles. Ensuite, il faut être prêt. Il faut scanner tous ces diplômes, ces CNIB, ces attestations. Actuellement, les dépôts se font beaucoup en ligne. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire un dépôt. Donc, il faut être prêt à tout moment. Scanner ces diplômes et les garder dans son ordinateur. Et dès qu'on dit top, tu déposes. Alors, il faut se vendre cher. Quand je dis qu'il faut se vendre cher, il faut avoir un CV personnalisé et détaillé. Un CV déjà, il faut avoir déjà un CV. Quand je dis un CV détaillé, il faut que même les stages que tu as eu à faire, il faut que tu les mettes, il faut que tu donnes les tâches que tu as eu à mener. J'ai été stagiaire à Yargado de temps à temps. Et j'ai eu à faire si. Il faut que le CV soit bien détaillé avec toutes les informations et tous les métiers, les tâches que tu as la capacité de faire.
Il faut mettre en valeur vos compétences dans votre CV. Il ne faut pas être trop humble. Il faut se vendre cher. Voilà. Il faut avoir une photo professionnelle pour les femmes. Des très belles photos. Être belle, c'est un critère pour être recruté dans une ONG. Pour lui. Voilà. Et ensuite, il faut avoir une lettre de motivation très bien adaptée. Et tous ces éléments-là, il faut qu'ils soient personnalisés par rapport au poste. Voilà. Pour chaque poste, il faut que tu revoies ton CV en mettant en avant les tâches demandées en fait dans l'ONG ou bien pour le poste. Ensuite, il faut se préparer intelligemment. Il ne suffit pas de déposer et aller dormir. Il faut commencer déjà à lire sur l'ONG dans laquelle tu as postulé et sur le poste. Parce qu'éventuellement, si on t'appelle pour un test écrit et que tu n'es pas prêt, souvent ils peuvent t'appeler aujourd'hui et dire demain, le test écrit. Ah, si tu n'es pas prêt, c'est bizarre. Et il faut se faire accompagner pour bien préparer et le test écrit et les entretiens. Il faut voir ceux qui sont déjà dans ces ONG, ceux qui sont déjà des travailleurs. Il faut les approcher, ils vont vous aider pour vous préparer. Il faut accepter les petits débuts. Il ne faut pas commencer par forcément déposer des gros postes. Voilà, non. Il faut commencer par un petit stage que tu as vu, qu'une ONG a lancé, un poste d'assistant de projet. Il faut commencer par le petit poste et apprendre les bases du travail en ONG. Qu'est-ce qu'on fait dans les ONG? Comment on travaille? Il faut se renseigner. Il faut chercher de l'aide, même quand on te recrute nouvellement et quand on te pose une question. Est-ce que tu sais faire ça? Il ne faut jamais dire je ne sais pas le faire. Je sais le faire et tu fouilles. Tu trouves quelqu'un qui va t'aider, quitte à lui donner quelque chose. Et dès que tu l'as fait une fois, c'est bon, tu maîtrises. Alors, il faut persévérer. Il faut postuler plusieurs offres, même si c'est 2 ou 3 par jour. Il faut remplir sa boîte Gmail. Il faut qu'à un moment, Gmail sent que lui, là, il cherche du travail. Ta boîte doit être saturée par des demandes d'offres d'emploi. Il ne faut jamais abandonner parce que l'effort, ça paye. Voilà. Donc, il faut toujours persévérer parce que, voilà, il faut beaucoup postuler. Qui ne postule pas ne gagne pas de travail. Voilà. En conclusion, c'était les quelques conseils éclairés que je pouvais donner. Et je pense que tout le monde a habilité à travailler dans une ONG parce que c'est pas sorcier. C'est juste qu'il faut avoir les bons renseignements et il faut vraiment être persévérant. Voilà. Il faut postuler plusieurs fois par jour. Il faut avoir les bons renseignements. Il faut avoir confiance en soi. Et vous allez voir que au bout de ça, forcément, même si c'est pour un stage, dès que vous arrivez à mettre le nez, il faut juste mettre le nez, voilà, dedans, et vous allez voir que tout va démarrer. Voilà. Pour le petit secret, on n'est pas obligé. Souvent, tu as un CV, mais tu n'as pas d'expérience professionnelle. Tu as des offres d'emploi où on demande des expériences professionnelles, même s'il faut se coller à une association pour faire du bénévolat où on ne te paye pas. Pour pouvoir le mettre dans ton CV, il faut le faire. Voilà, tu pars te coller dans une association connue et tu dis, ah, je suis gestionnaire de projet dans cette association-là. Tu mets sur son CV, ça peut avoir de la valeur. Voilà. Donc, je pense que je ne serai pas plus long que ça. Je suis presque à mes 10 minutes de présentation. Je vais remettre la parole à Madame Cissé pour qu'elle puisse permettre aux autres aussi de partager des expériences avec vous. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, cher maître, pour votre intervention. Nous avons vraiment assisté à un parcours vraiment passionnant et inspirant. Nous retenons quelques mots tels que se renseigner, oser aller chercher l'information, accepter se former, avoir foi en Dieu et surtout avoir le savoir-faire et le savoir-être. Et surtout pour les femmes, entre guillemets, être belle, même si souvent notre image à la glace nous fait peur. On doit garder quand même l'espoir que voilà, on est belle quand même. Merci beaucoup, cher maître, pour cette brillante intervention. Nous allons passer la parole à Dr Mabatnour Bikna pour l'intervention. Et je rappelle que pour les questions, nous y reviendrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cissé. Une fois encore, je tiens à remercier mon prédécesseur. Je pense qu'il a un très riche parcours. Il a pratiquement relevé tous les points importants. Et de ce fait, il avait partagé aussi son expérience qui ressemble beaucoup plus aux expériences pratiquement à tous les débutants.
au fait, qui cherchent de l'emploi de gauche à droite, que ce soit dans les ONG internationales, à envergure Nations Unies ou autre type. Alors, je pense que je ne vais pas revenir encore sur ma présentation, mais peut-être directement sur mon expérience. Alors, moi, je pense que j'ai décroché mon premier contrat, c'est avec les Nations Unies, hein, avec OMS. J'étais encore en 7e année au banc de l'école. Certes, j'ai fini ce qu'on appelle les PCA chez nous, le stage d'une année. Alors, en attendant ma soutenance, j'avais postulé, hein, j'avais osé, parce que les postes indiquaient qu'on voulait recruter clairement un médecin et quelqu'un d'expérimenté. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai osé. Je suis allé déposer comme les autres. Alors, comme expérience, de gauche à droite, j'avais mis des choses qui sont vraiment élémentaires, hein, comme quoi, membre d'associations ou dirigeants d'associations au niveau de l'université, plus précisément en faculté, au quartier, les différentes associations de jeunes qu'on met sur place, que ce soit pour aider dans le tirage simple de caniveau. Bref, c'est des petites choses où moi, j'ai jamais pensé qu'ils vont m'aider après pour décrocher ce job. Et j'étais recruté comme consultant pendant 6 mois. Et donc, par la suite, je pense que ce qui m'a fait aussi donner un petit déclic, il faut le reconnaître, c'est pas facile d'être recruté d'un seul coup comme ça dans une ONG et sans expérience au préalable dans cette ONG ou une autre ONG similaire. Et ce qui cherche, je pense qu'aujourd'hui, si on devrait plus ou moins citer et dire aux différents recruteurs qu'il n'y a pas une école d'expérience. On part toujours de zéro et quand on doit partir de zéro, il faut donner la chance à ces jeunes avec des talents, tant de talents qu'ils ont aujourd'hui avec les opportunités des plateformes de formation qui sont là gratuitement et disponibles à tout temps. Alors par la suite, ça n'est enchaîné MSF, Alima, Première Urgence. J'ai fait pratiquement les 3 MSF, je pense MSF France, MSF Hollande, MSF Suisse. Et par la suite, j'avais raccroché tous ces parcours humanitaires pour venir aider la fonction publique et mettre mon expérience, mon expertise au profit de l'État. Alors, cependant, au début, on se posait tous la même question. Alors, qu'aujourd'hui, peut-être la plupart vont se retrouver aussi dedans. C'est comment intégrer une ONG où, dans la plupart des cas, les postes clés, les postes importants, jusqu'aujourd'hui, on pense qu'ils sont réservés seulement aux expatriés. Et on le voit, c'est visible. C'est parce qu'on ne se donne pas quelque part, c'est parce qu'on ne veut pas changer ces tendances-là. Alors, c'est simple, hein. C'est vraiment de commencer et de commencer directement avec ce qu'on a en main. Si ce n'est pas suffisant, on doit réessayer et s'améliorer jusqu'à ce que ça soit suffisant. Lui et mon prédécesseur avait dit qu'il avait postulé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, sans se fatiguer. Je pense que c'est mon cas aujourd'hui. Avant, j'avais honte de le dire, mais après, j'ai compris que non, ça m'a aidé. Par la suite, je pense que j'étais longtemps, et c'est aussi le défaut des humanitaires. Tu as un contrat, le contrat finit pour le prochain contrat ou le prochain job à décrocher, il n'est pas évident. Parfois, il faut patienter plusieurs mois, voire des années pour en décrocher une autre. Et moi, comme il a dit, je postulais à tous les postes possibles, à tout. Du gardien, logisticien, tout en sachant que j'ai un background santé, purement santé médecin. Mais je me dis, le fait de rester comme ça, c'est pas intéressant. C'est mieux d'avoir quelque chose et aller de l'avant. Et donc, c'est après que j'ai compris qu'il y a une logique derrière ça. Et c'est ces logiques, il faut avoir les compétences requises. Tu ne peux pas aujourd'hui te lever comme ça pour devenir RH, par exemple, ou financier, par exemple, dans une ONG, tout en ayant une formation
des médecins, par exemple, d'infirmiers, je dis n'importe quoi, des logisticiens, ainsi de suite. Et donc, c'est ces logiques-là qu'il faut suivre. Et souvent, on ne prend pas la peine de lire les offres, les appels d'offres. Elles sont très importantes. La première des choses, normalement, on devrait même l'analyser et la résumer avant de pouvoir postuler. Et c'est à travers ces appels d'offres, normalement, on doit reprendre ou refaire son CV et sa lettre de motivation. Alors, au départ, j'étais aussi comme le débutant. Parfois, pour le seul lettre de motivation, j'ai changé juste la date. Et j'ai changé aussi le profil recherché. Je ne modifiais rien dedans. J'envoyais. Parce que toutefois, je me dis que sur les compétences que j'ai, c'est pratiquement la même chose. J'envoyais. Le CV, il est pratiquement unique. C'est après que j'ai compris avec le temps, non. Chaque offre, appel d'offres, bien sûr, est unique et différent. Et donc, malgré qu'il est ouvert, je ne sais pas moi, cette année, il est réouvert l'année prochaine et que tu as eu à postuler déjà avant et maintenant, il faut revoir certaines choses avant de pouvoir envoyer ta candidature. Alors, c'est logique, lui, je peux peut-être m'entretenir pour ceux des Nations Unies où de loin, ils sont les plus intéressants et les mieux payés. Certains vont me dire que peut-être que voilà, ils viennent dans le monde humanitaire. Leur rêve ultime, c'est d'intégrer ces ONG des Nations Unies. Et ça reste jusque-là un privilège pour certains pays, bien sûr, certains pays africains. Et donc, c'est logique, lui, il se repose sur la connaissance même des branches ou des filiales. La plupart, ils ne sont pas des ONG comme les autres, hein. Ce sont des institutions intergouvernementales avec un mandat précis. Je prends l'exemple, par exemple, pour l'OMS, qui est la Coordination mondiale de la santé, l'UNICEF, c'est la voix des enfants, le PNUD, c'est le développement, la gouvernance, les institutions, OCHA, c'est la coordination, ainsi de suite, l'OIM, c'est pour la migration humaine et la mobilité. Alors, ces ONG, chacun a son mandat. Et c'est au profit de chaque pays ou de chaque problème ou de chaque crise survenue dans ce pays. Donc, pour ça, on a besoin de certaines bases académiques solides. Pour moi, par exemple, c'est facile d'intégrer OMS si j'ai un diplôme de santé et comme valeur ajoutée, par exemple, j'ai une autre diplôme ou une certification sur la gestion, par exemple, des institutions ou des projets ou de santé publique d'une manière générale ou d'épidémiologie de terrain. Et c'est ces plus-values-là que souvent ça fait la différence au moment des recrutements. Alors, il faut aussi avoir une spécialisation pertinente, dont je viens de dire, et d'une manière globale, la connaissance du terrain africain. Ses langues, ses réalités, ses us, ses coutumes et tout ça. Les gens qui viennent en expatriation pour des postes qui sont très importants, souvent, nous, c'est du terrain. Je parle de l'opérationnel, la plupart se connaissent là-dedans. On a un certain niveau plus élevé que ces gens-là, en termes de diplôme, en termes de connaissances, que ce soit du terrain, que ce soit du job en question. Et quand ils viennent comme des chefs. Alors, quelquefois, ce qui est un peu aussi, ça fait mal, quelque part, mais on n'a pas le choix. Tu es là pour un objectif et tu fais ta mission, tu finis ainsi ton contrat pour entamer une autre aventure. Et donc, ces formations, souvent, elles sont précises. Je prends l'exemple de Bioforce. Aujourd'hui, si tu as un diplôme de Bioforce, en gestion des projets, par exemple, et que tu as un autre diplôme, que ce soit des masters, pour certaines même des PhD de nos universités africaines, on a tendance qu'on privilégie beaucoup plus ceux qui ont le diplôme de Bioforce ou une autre institution internationale à prédominance humanitaire que de prendre la personne qui a un PhD ou un master, par exemple, du même diplôme dans une université. Alors, c'est cette différence-là que jusqu'à là, beaucoup ne comprennent pas.
ces institutions humanitaires qui délivrent juste des certifications, parfois de quelques mois, voire même pour certains quelques jours, et qui viennent en tête, sont spécifiques et directement professionnelles. Elles sont axées directement sur le job, on te montre tous les rouages, on te donne tous les clés possibles pour pouvoir tenir dans ce poste-là. Et c'est l'avantage. Et donc ces formations, parfois elles sont en ligne, et certaines qui sont gratuites. Pour l'OMS, par exemple, pour l'OpenWU, il suffit juste d'aller créer un compte. Il y a des multitudes de formations qui sont gratuites. Et ces formations, si tu les as, c'est un plus valide dans ton diplôme. Tu peux autant avoir plus de 100, par exemple, certifications. Ça fait que quand tu viens, on t'intègre directement, tu es intégré au fait. Pour l'intégration, c'est très facile pour eux que de te former sur les bases de l'institution. Pour l'UNICEF, par exemple, pour l'Agora, et l'IRLING pour une FPA, ainsi de suite. Alors, il y a d'autres qui sont plus ou moins reconnus sur le plan international et qui c'est des anciens humanitaires qui ont mis en place ces plateformes. Elles sont aussi gratuites et reconnues. Par exemple, les Disaster Ready que mon prédécesseur avait évoqué. Dans le chat, je voulais ajouter bien avant la présentation, mais ça ne serait pas intéressant pour les différents ONG des Nations Unies avec leur mandat et les sites officiels pour aller chercher le boulot au fait ou postuler. Maintenant, on avait parlé plus ou moins de la connaissance d'une manière générale de l'ONG et aussi on a brossé un peu l'aspect lettre de motivation et CV. Je reviens encore une fois de plus sur le CV qui est très très important. On ne devrait pas juste le faire d'une façon fantaisiste comme on a l'habitude de le faire si on rêve un jour travailler dans ces institutions. Il doit être vraiment clair. Hein. Il est orienté sur les résultats dans l'appel d'offres. Et de préférence en anglais, chose que nous on sous-estime. L'anglais est très important, il est très très important. Ça pourrait même plus ou moins te basculer vers une autre aventure que de travailler directement dans ton pays. Alors, que vous devrez normalement comprendre le mandat de l'agence, avoir une expérience terrain, même si c'est local. Vous avez une vision, comment vous, par exemple, jeunes Africains, pouvez apporter une solution à vous, à nous, parce que souvent quand ces gens-là viennent, c'est pour nos propres problèmes. Et penser, parler de vous, souvent choses comme nous-mêmes, c'est des choses qui sont très faciles. Et on les appelle les soft skills, la flexibilité, la capacité interculturelle, la résilience, ainsi de suite. Et mettez aussi certaines comment on appelle ça, certaines maîtrises d'outils qui sont importants, non négligeables. La connaissance, par exemple, je ne sais pas moi, des outils d'analyse statistique, les outils informatiques, l'utilisation ou la maîtrise des IA, par exemple, ainsi de suite. C'est vraiment important de les soulever. Et aussi les langues. Les langues, elles sont très importantes. Tout à l'heure, on l'a dit pour l'anglais. En dehors de l'anglais, pour décrocher, par exemple, un poste, je dis n'importe quoi au Sénégal, si tu parles le Wolof, dans l'entretien, même si vous êtes deux, le choix est clair. Quelqu'un qui parle, par exemple, Wolof et une autre personne qui ne parle pas Wolof. Et c'est souvent, on arrive à être lésé pour dire que voilà, je suis supérieur en termes de formation, en termes de diplôme, mais on a pris telle autre personne. C'est plus facile pour cette personne de s'intégrer, d'apprendre encore, parce que l'institution, elle est là pour ça aussi, à maîtriser le poste que toi, qu'il faut encore un autre traducteur sur plus qui vont payer, ainsi de suite. Alors, le levier magique, c'est le volontariat. Surtout les institutions des Nations Unies, qui est volontaire, INV volontaire, c'est-à-dire International Volunteers, quel que soit ton background, il faut candidater. Je pense que c'est chaque 6 mois, parfois c'est annuel, pour certains domaines spécifiques, on les lance. Et si tu as la chance d'être volontaire dans une des institutions, les différentes institutions des Nations Unies, c'est la porte d'entrée garantie
pour tous les ONG des Nations Unies. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. En résumé, les étapes qui sont importantes qu'il faut savoir, c'est vraiment de vous former en continu et s'il le faut gratuitement. On peut bien le faire avec les différentes institutions qu'on a beaucoup citées en haut, qu'elles soient payantes ou gratuites. De cibler une agence en lien avec votre profil. Ce n'est pas la peine d'aller postuler pour un profil qu'on ne pourra pas s'en sortir. Rédiger un CV et une lettre de motivation adaptée à l'univers de l'institution où vous voulez postuler. Ce qui est important aussi, c'est de postuler sur les bonnes plateformes. On voit aujourd'hui des appels d'offres, des avis qui sont lancés dans beaucoup de sites, des autres sites, par exemple dans les réseaux sociaux, dans les sites plus ou moins privés. Ensuite, il faut toujours viser les sites même de l'ONG à aller candidater là-bas. Engagez-vous comme volontaire comme vous pouvez. Ça ne serait-ce qu'au quartier, comme je l'ai dit, c'est déjà suffisant pour dire que la personne elle est résiliente. Et pensez localement, agissez probablement. Pour le tout, acquérir une première expérience terrain, qu'elle soit minime. Elle est importante quand elle est locale. D'emblée, on ne peut pas être, je ne sais pas moi, expatrié dès sa sortie, par exemple, de l'école, ainsi de suite, ce n'est pas possible. Et donc, l'humanitaire, ce n'est pas un privilège, ce qu'il faut comprendre. C'est une responsabilité, un choix de vie et un engagement à servir. Et ce monde a besoin de jeunes Africains éclairés, entrés, compétents et engagés. Ne doutez pas de votre place. N'ayez pas peur de l'échec. Postulez le plus que vous pouvez. Préparez-vous à chaque fois. Aujourd'hui, on a des coachs IA interactifs qui pourraient plus ou moins vous apprendre comment réussir plus ou moins son entretien, comment arranger son CV avec l'appel d'offres qui est là, comment rédiger une lettre de motivation bien claire, visible en relation avec le poste. Et les choses qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est tout le monde qui utilise les IA. De grâce, mettez un peu de l'humanisme dans vos CV, dans vos lettres de motivation. Ne prenez pas directement ce que les intelligences artificielles vous donnent pour aller candidater avec. C'est l'erreur qu'il faut éviter. Et entrer dans la grande chaîne de l'humanité active. Merci pour votre attention. Alors, je te remets officiellement le micro, Madame Cissé. Merci. Merci beaucoup, cher maître, pour votre intervention. Nous retenons de votre parcours un parcours brillant, très courageux et persévérant. Et également, les mots qui sortent toujours, c'est surtout s'informer et se former. C'est notre cher maître Dr Abdourachid Kéré a eu à souligner, et également notre cher maître également a eu à souligner ces deux mots, donc c'est-à-dire très important. Donc comme conseil, nous avons retenu ne jamais avoir peur de réessayer, savoir choisir son domaine, toujours contextualiser, avoir des bases en informatique et surtout postuler aux bonnes plateformes avec un CV irréprochable. C'est ces quelques mots que nous avons pu noter du passage de notre cher maître. Merci beaucoup, cher maître. À présent, nous allons passer la parole à notre cher maître, Dr Aboubakar Sow, pour nous faire voyager dans le monde humanitaire et international. Cher maître, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Comme on le dit, c'est assez difficile de prendre la parole en dernier parce que quand tu es le dernier à intervenir, tu vas voir que les uns et les autres ont pratiquement abordé tous les sujets. Voilà, donc je ne vais pas vraiment me répéter sur ce qu'ils ont dit. Ce que Dr Kéré, ce que Dr Mahmoud ont dit, ce sont des trucs qui sont vraiment pertinents. Il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à dire. Mais ce que je peux dire, il faut dire que pour intégrer une organisation, une ONG,
il faut avoir une préparation solide. Ils l'ont si bien dit, une préparation solide, une motivation hors pair. Et aussi, il faut avoir une capacité d'adaptation. Il faut s'adapter. Alors, comme vous le savez, la majorité des ONG interviennent dans des zones, je l'ai dit, instables. La plupart du temps, c'est des zones où il y a des conflits, c'est des zones où il y a des catastrophes et autres. Donc, ce sont des environnements qui nécessitent une adaptation permanente. OK? Et pourquoi je dis une motivation? Vous allez voir que dans les interventions des uns et des autres, ils ont fait ressortir l'option de postuler à plusieurs reprises. Postuler à plusieurs reprises, avoir l'audace de postuler. C'est vrai, l'offre n'est pas négligeable. Il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de plateformes qui proposent des offres, mais il faut savoir que la demande aussi est très forte. Alors, étant donné que la demande est forte, il faut mettre toutes les chances de son côté, se préparer convenablement et avoir l'information à temps. Voilà. Il n'y a pas un parcours unique, mais c'est beaucoup plus une combinaison d'engagement, de formation et d'opportunités qu'on saisit au bon moment. Si vous avez compris ça, je pense que vous avez compris beaucoup de choses dans le domaine des ONG. Mais avant d'aborder un peu mon parcours, il faut peut-être éclaircir un certain nombre d'aspects. Voilà, il faut savoir qu'il y a des ONG. L'ONG même, c'est quoi? C'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Et ces organisations-là militent la plupart du temps, soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'humanitaire. Voilà, quand vous allez prendre le domaine de la santé, il y a MSF qui peut intervenir là-bas. Quand vous allez prendre le domaine de l'humanitaire, il y a beaucoup d'autres petites ONG. C'est de d'abord savoir son profil. Moi, je suis médecin. Quelles sont les différentes opportunités qui se présentent à moi? Moi, je suis économiste. Est-ce que j'ai, comment on appelle ça, des opportunités dans l'humanitaire? Je suis logisticien. Est-ce que c'est de d'abord savoir ça? Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces ONG? Il faut savoir que ce sont des ONG, la plupart du temps, qui sont à but non lucratif. Voilà, elles sont indépendantes et elles sont engagées dans des causes citoyennes. La plupart du temps, c'est pour alléger les souffrances humaines. Voilà. Et il y a des ONG qui militent au niveau local. Ça, ce sont des ONG qui vont militer dans les communes, dans les régions. Il y a des ONG qui vont militer aussi au niveau national. Quand vous prenez un exemple, il y a la Croix-Rouge, Burkinabé, ça c'est au niveau national. Et il y a des ONG qui sont internationales, qui se retrouvent dans plusieurs pays, tels que Alima, Terre des Hommes, et puis voilà, et MSF. Voilà. Donc, il faut déjà savoir ça. Et comment vous allez quand je suis intéressé, je n'avais aucune expérience professionnelle, je ne savais même pas comment utiliser le CV. Mais le fait de m'intéresser, j'ai commencé à échanger avec les amis qui étaient dans le domaine. Ils disent, il faut avoir un CV. Ah bon, un CV, comment on fait un CV? J'ai téléchargé ça. À présent, j'utilise toujours l'application CV Intelligence sur Play Store. Et c'est sur cette application que j'ai eu à faire mon tout premier CV. Postuler au début, bon, tu sais, avec le manque d'expérience, tu vas postuler dans des grands postes où on te dit coordinateur de projet pendant que tu n'as même pas un certificat en gestion de projet. Voilà. Et c'est là, on m'a dit non, tu rentres par la petite porte et tu essaies de grandir. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers les enquêtes. Voilà, j'ai eu mon premier poste d'enquêteur en 2018, donc quand j'étais en 5e année comme ça, où voilà, on faisait des missions, on intervenait dans le contrôle de la gratuité des soins au Burkina, où on a parcouru pratiquement tout le Burkina. Et plus tu tournes, tu vas croiser des humanitaires, tu vas échanger, tu vas apprendre de nouveaux outils. Et c'est dans ça que j'ai appris Excel, j'ai appris PowerPoint, j'ai appris... Voilà, donc c'était la petite porte d'entrée comme ça. Et plus tu rentres, tu côtoies les gens et voilà, tu commences à grandir. Et ensuite, j'ai postulé à l'ONG je suis monté d'enquêteur, je suis monté en tant que contrôleur. Ce qui veut dire que j'ai eu une promotion et les responsabilités augmentent avec, voilà, il faut faire des réunions avec les patrons du ministère de la Santé, il faut voir les responsables de l'OMS, échanger. Donc, plus vous échangez, tu acquiers de l'expérience et c'est sur la base de cette expérience maintenant que tu vas aspirer grand. Et bon, quand j'ai fini de soutenir, j'ai dit, moi, je veux faire dans la santé, bon, je suis
je deviendrai et c'est comme ça que j'ai intégré MSF en tant que médecin référent et après médecin référent, je suis revenu maintenant en tant que médecin responsable des activités et autres. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut avoir d'abord cette motivation, cet engagement et ne jamais se décourager. Il faut avoir l'audace, ne jamais se dire qu'un poste est trop gros. Non, il faut vraiment se préparer. Et je pense que ça va bien se passer. Voilà, donc ceci étant dit, je vais maintenant m'atteler sur les différents conseils qu'on peut donner. Alors, les uns et les autres ont déjà abordé, mais je vais revenir dessus pour pouvoir renforcer encore cette base-là. Il faut toujours construire sa première expérience. Alors, construire sa première expérience, peu importe le domaine où vous êtes, il ne faut pas aller, même dans les organisations de quartier, les associations de quartier, il faut leur approcher. Ah, moi, je peux faire ça. Tu milites déjà dans ces associations, c'est une expérience. Que ce soit les stages à l'hôpital, le fait même d'être dans le service de pédiatrie, c'est une expérience. Le fait d'être dans le service de maternité, c'est une expérience. Donc, on construit d'abord sa première expérience au niveau local. Voilà, bon, il y a d'autres qui ont la chance déjà de commencer grand, mais la plupart du temps, les gens commencent par la petite porte. Après ça, il faut adapter son CV humanitaire. Le CV, c'est vraiment mettre en avant ses expériences. Voilà, mettre en avant ses expériences, ses compétences, que ce soit technique, linguistique. Voilà, surtout linguistique, c'est très important. Comme Luc le disait, l'anglais est incontournable. Il faut vraiment maîtriser parce que vous allez voir que le domaine humanitaire, même quand vous allez vous tourner vers les plateformes pour pouvoir faire des formations, la majorité de ces formations-là sont en anglais. Voilà, donc ça serait un peu dommage qu'on veuille vous embaucher pour un poste et qu'on vous dise que bon, vous êtes éliminé sur la base de la langue. Ça fait très mal, pendant qu'on a du temps pour pouvoir apprendre ça. Voilà, maintenant un petit conseil. Moi, actuellement, je suis toujours en train de me perfectionner dans mon anglais. J'utilise une application qu'on appelle Duolingo. Je pourrais peut-être envoyer le lien à Amine qui va partager à ceux qui n'ont pas. C'est une application vraiment qui te permet d'apprendre progressivement l'anglais et voilà, te former, apprendre de nouveaux mots. Ça fait déjà un plus. Voilà, donc il ne faut pas se laisser éliminer sur la base de la langue. Et il faut se former continuellement. Ça, c'est très capital. Se former continuellement. Vous allez voir que la plupart les deux intervenants qui sont venus, vous avez, en plus de leur doctorat, ils ont des masters, ils ont des certifications, et je parie que jusqu'à présent, on continue toujours de se former. Donc, il faut se former de façon continue. Et la plupart des grandes organisations, ils ont des plateformes où ils mettent en ligne des formations gratuites. Je prends l'exemple de MSF que je connais bien, et MSF a une plateforme qu'on appelle Tembo. Et quand vous rentrez sur Tembo, vous allez avoir une multitude de formations gratuites avec des certifications gratuites. Et quand MSF veut recruter, et que, bon, on a affaire à une personne qui n'a jamais eu l'expérience dans un contexte MSF, mais par contre qui a beaucoup de certifications de MSF, le recruteur même, il est content et il vous donne votre chance à l'écrire. Donc, il faut se former de façon continue. Et en plus de Tembo, il y a d'autres plateformes il y avait Disaster Ready, il y a Bioforce e-learning, il y a OpenWoo que Dr. Mahmoud avait dit. Il y a beaucoup de plateformes. Donc, si vous avez le temps, il faut rentrer, faire une certification, 2 certifications. La plupart du temps, ce sont des certifications de 4 heures, de 5 heures. Ce n'est pas des certifications de 6 mois, non. Ce sont des petites formations comme ça qui peuvent booster votre CV. Voilà. Et aussi, il faut développer un réseau humanitaire. Voilà, un réseau humanitaire, pourquoi? Parce que l'humanitaire, quand quelqu'un se veut humanitaire, il doit avoir beaucoup de connaissances dans l'humanitaire. Pourquoi? Parce que quand vous allez compétir, il faut avoir quelqu'un qui va te dire, bon, moi j'ai déjà fait ce poste-là et voici comment l'organisation se comporte quand il veut le recruter. Déjà, c'est un plus. L'information, quand tu as ça, tu te prépares mieux. Voilà. Par exemple, quand MSF veut recruter, on va lancer l'appel d'offres. Voilà, vous allez postuler. On va faire une sélection sur dossier. Après, vous allez composer. Et quand vous composez, mais si tu n'as jamais eu une idée de comment MSF compose, tu vas bosser toutes tes grosses formules de médecine, mais on va te poser des questions terre à terre et tu vas passer la copie. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui sont dans le domaine. Et pour pouvoir avoir, c'est tellement facile. Il y a LinkedIn, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'appelle ça le Facebook des humanitaires.
Et quand vous créez une page sur LinkedIn, c'est à peu près la même configuration que Facebook, mais c'est beaucoup plus des ONG que vous avez, des organisations, des écoles, où régulièrement on publie des formations, on publie des appels d'offres. C'est très intéressant. Et là-bas, tu peux aborder n'importe qui, c'est-à-dire que ce soit des coordonnateurs, que ce soit des gestionnaires, tout le monde est là, il suffit juste de l'inboxer, d'écrire « Ah, je veux avoir un partage d'expérience » et c'est parti. Donc, il faut vraiment faire c'est du réseautage. Donc, il faut vraiment faire du réseautage à ce niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit faire preuve de flexibilité et savoir travailler dans des contextes vraiment de stress. Et j'aime souvent taquiner mes amis. J'ai dit, si on vous pose une question, est-ce que vous savez travailler dans un contexte de stress? Si tu n'as jamais fait une ONG, j'ai dit non, je ne sais pas. Parce que là, on va te pousser à bout et voilà. Donc, il faut vraiment être flexible et il faut vraiment savoir gérer son stress. Voilà. Et c'est ce que je pourrais donner sur le plan des petits conseils. Maintenant, comme il y aura une séance de questions-réponses, je pense qu'on pourra répondre. Voilà. Les autres aspects que je n'ai pas abordés, c'est que les autres sont revenus dessus de long en large, donc pour ne pas être plus long. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de faire un peu plus court. Voilà. Donc, je vais remettre la parole à la modératrice pour des questions éventuelles. Merci. D'accord, merci beaucoup, cher maître, pour votre expérience qui est à la fois très inspirant et séduisant. Voilà, nous avons retenu qu'on peut passer de 0 à héros, de quelqu'un qui ne savait pas comment constituer un CV. Vous êtes arrivé à travailler dans le domaine humanitaire et surtout en coopération internationale. Ça force vraiment l'admiration. Nous avons également retenu quelques mots de comment s'y prendre. Il faut avoir la motivation, ne jamais se décourager, construire sa première expérience et voilà. Également savoir créer un réseau humanitaire. Et pour les peureuses comme moi, les ONG, on dit que c'est pas pour vous parce que c'est souvent dans les zones rouges. Donc, bien réfléchir avant de postuler. Merci beaucoup, cher maître. Et avant de passer à la phase de questions, je vais passer la parole à notre cher maître, Dr Amine Bichara Amine, pour quelques infos capitales avant qu'on continue. Merci beaucoup, cher maître, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup à mademoiselle Cissé et merci aussi aux intervenants pour ces partages riches. Nous avons beaucoup appris et on espère que vous allez aussi, comment on appelle ça, vous allez aussi accepter notre invitation qui sera prochainement de façon spécifique, on va aborder ces sujets. Donc, c'est juste pour donner l'information qu'on a partagé une liste de présence sur Google Form qui se trouve sur les liens au niveau du chat. Et aussi, les intervenants ont partagé aussi quelques informations, quelques liens pour des formations, pour les informations, pour intégrer les ONG et les Nations Unies. Donc, jetez un coup d'œil pour cela. Et donc, merci beaucoup. Donc, je vous laisse avec mademoiselle Cissé pour la séance des questions-réponses. Merci. Ok, merci beaucoup, cher maître, pour ces infos qui sont vraiment très importantes pour la suite des événements. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la phase des questions. Vous pouvez lever la main, comme vous pouvez aussi laisser votre question au niveau du chat, tout en précisant à quel de nos intervenants vous adressez en fait votre question. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il y a Abdoulaye Ousmane qui a levé la main. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Abdoulaye. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Zakaria Amathegera. Voilà, je tenais vraiment à remercier les intervenants pour l'exposé et surtout aussi aux organisateurs qui nous donnent cette occasion, voilà, d'apprendre encore plus. Moi, personnellement, j'ai 3 questions. La première question est
est adressée à Léné Kéré. Il a dit qu'il faut de l'expérience. Moi, j'aimerais savoir, en fait, c'est vrai, certains sont revenus sur le fait qu'il faudrait être engagé dans des associations et tout ça. Mais en tant qu'étudiant en médecine, quelle est la place vraiment de nos stages qu'on fait, à l'hôpital. Il y a certains qui ont dit qu'il faudrait mettre vraiment le fait que tu as eu à passer en pédiatrie et tout ça. Nous, vraiment, on ne savait pas l'importance de ça. Si vous pouvez vraiment nous éclairer sur comment utiliser ces stages-là comme des sources d'expérience. Maintenant, la deuxième question s'adresse à notre aîné Mamanour. Il était dans le secteur de l'ONG. Et par la suite, j'ai compris qu'il est revenu dans le secteur public pour servir le pays et tout ça. Mais dans ce changement, je ne sais pas s'il y a des secrets, si je peux le dire, ou bien c'était pour servir le pays, ou bien quelque chose comme ça, si on peut avoir vraiment une certaine clarification dans ça. Je m'excuse aussi si j'ai été indiscret. Maintenant, la dernière question est adressée à Aboubakar, à Yéné Aboubakar Sow, qui a soulevé le fait qu'il a été recruté quand il était en 5e année. Ça m'a tiqué parce que aujourd'hui, nous, les offres même, on n'arrive pas à les voir, ou bien on n'arrive pas à les trouver parce qu'on ne sait pas où chercher, peut-être. Donc, s'il peut nous éclairer comment il a fait, pour qu'il soit vraiment recruté, même si comme stagiaire dans ces ONG-là, en étant en 5e année. C'est les 3 questions que je puisse poser. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à nos intervenants afin qu'ils puissent apporter des éléments de réponse à ces différentes questions. Alors, merci beaucoup pour la parole. Je pense que la première question m'était adressée. La question, c'était à savoir, nous avons parlé d'expérience. Pour les médecins, par exemple, qui ont fait combien d'années? On va dire 6 ans pratiquement de stage externé, qui ont fait 1 année de stage interne. Comment les capitaliser dans ton CV? Eh bien oui, il s'agit bel et bien d'expérience. Ça veut dire que, pour la petite histoire, j'ai rencontré il y a 2 ans un médecin qui venait de finir et il m'a dit qu'il postule et ça ne marche pas. Alors je lui ai dit, mais comment est ton CV? Il m'a dit que bon, il a un CV, il va m'envoyer, je vais voir. Et quand j'ai pris son CV, j'étais abasourdi parce que j'ai vu qu'il n'avait aucune expérience. J'ai dit, mais comment ça tu peux dire sur ton CV que tu n'as pas d'expérience alors que tu as fait 6 ans de stage externe? Alors tu le mets. De 2000 temps à 2000 temps, j'ai fait un stage externe. Dans quel CHU? Au CHU Algado, au CHUP Charles de Gaulle. Tu mets les sites où tu as fait des stages externes et tu mets ce que tu as eu à faire. J'ai eu à examiner les patients, j'ai eu à suivre les visites, j'ai eu à faire des dossiers médicaux, j'ai eu à prescrire des ordonnances. C'est une expérience. Voilà. Et ensuite, l'internat, c'est une expérience d'1 année où tu étais médecin carrément parce que c'est les internes qui font les soins. Il faut mettre de temps à temps. J'ai été interne médecin et j'étais chargé de faire ci. Voilà. Donc, ce sont des expériences qu'il faut capitaliser dans son CV. En plus, comme les autres le disaient, mes collègues le disaient aussi, il faut se créer des expériences professionnelles. Se créer des expériences professionnelles, ne serait-ce que dans une association. Voilà. En tant que volontaire à la Croix-Rouge, tu peux aller t'accrocher à une association, tu dis que tu les aides dans le suivi, évaluation ou dans la gestion de projet. Tu fais des actions que tu publies souvent sur LinkedIn. C'est capitalisé aussi parce que ceux qui ont un LinkedIn bien fourni peuvent le mettre sur leur CV parce que les recruteurs peuvent aller voir ton profil pour voir les activités que tu mènes sur le terrain. Et quand tu te colles à une association, même quand tu ne reçois pas de salaire, tu peux le capitaliser sur ton CV pour dire que depuis 2023, je suis avec l'association et je suis assistant chargé de projet et nous faisons ci et ci. Donc, il faut, en conclusion, se créer des expériences professionnelles. Voilà. Et comme
le docteur le disait, docteur Mahama le disait, par exemple, les Nations Unies ont beaucoup d'intérêt pour le volontariat. Voilà, les Nations Unies en particulier. Le fait de forcer faire une séance de salubrité, nettoyer un quartier, ou bien d'aller donner quelque chose, du pain à l'hôpital à des pauvres, des gens qui n'ont rien. En fait, c'est des bénévolats qui sont hyper importants quand il s'agit surtout de postuler pour les Nations Unies, parce qu'ils prennent plus ça en considération que toutes les grandes expériences. Et je pense que c'est la raison même pour laquelle on l'a sélectionné pour son premier poste. Alors, je ne vais pas être très long. Je donne la parole au suivant pour qu'il continue avec les réponses plutôt. Ok, docteur Mamata, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Je remercie mon prédécesseur parce qu'il a très bien répondu. Et je profite carrément pour parler de mon choix, de pourquoi j'ai laissé le monde humanitaire pour servir mon pays. Alors, cher cadet, le contexte de mon pays est un peu particulier, tout en sachant que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est pratiquement 54 000 personnes pour un médecin, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait le calcul. Et donc, on manque cruellement de médecins. Alors, quelque part, je me suis senti redevable. Je pense que l'État a fait appel à moi. J'ai hésité, certes, hésité, mais j'ai fini par répondre. Alors, si moi, je ne le fais pas, je ne donne pas cet exemple. Si tous ces jeunes qui se forment, c'est vrai que ça paye bien, certes, mais la médecine, quand on fait ces métiers, on le fait par vocation, pas par intérêt. C'est pas attendre, je sais pas moi, une grande récompense quelque part financière ou une aisance que les merci du patient. Et donc je me suis résigné à ça, à ma vocation, à mon amour pour ce métier, et je me suis dit ok, pourquoi ne pas essayer ça aussi, parce que à travers ça je suis en train de m'aider moi-même, aider mon frère, ma soeur, la tante, la cousine, ainsi de suite, d'une manière générale, aider mon compatriote. Et c'est après 1000 réflexions que voilà, j'ai décidé de laisser, quand bien même que dans les humanitaires, on est bien traité, bien payé, et on a l'opportunité de se former au fur et à mesure, de se mettre des barrières pour atteindre d'autres challenges. Mais bon, l'humanisme, je peux dire d'une manière générale, n'est pas que dans l'humanitaire, parce que certes, souvent dans l'humanitaire, c'est le contexte d'urgence et on se sent vraiment dans le fait de l'action, on se sent très utile parce qu'on est en train de résoudre un problème. Mais ces problèmes au quotidien d'un compatriote lambda qui a besoin de soins alimentaires, qui a besoin de toi médecin, et plus encore humanitaire que ce qu'on est en train de faire aux yeux et aux vues de tout le monde. Et donc, cher cadet, mon choix s'est porté plus ou moins sur ces choses que je viens de te relater. Merci beaucoup. Ok. Et mademoiselle Cissé, si vous permettez, je veux compléter un peu cette question, ajouter quelque chose. Voilà. En fait, je voulais dire que je veux donner un petit secret aussi aux uns et aux autres qui sont ici. Sachez que travailler pour son État est hyper important parce que ça fait partie des critères pour être sélectionné un jour pour un poste, un grand poste international. C'est-à-dire que quand tu postules pour un poste hyper international, comme on le dit, on te demande est-ce que tu as eu une expérience dans ton État. Voilà. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de travailler dans l'État. Si tu as des opportunités qui te tombent rapidement sur la main, ben tu travailles dans le privé parce que ça paye bien à des bonnes conditions de travail. Mais si tu n'as pas eu une opportunité, il ne faut pas mettre pause à sa carrière parce qu'on veut forcément travailler pour l'humanitaire ou bien pour des ONG. Il faut y aller. Commencer petit à petit par un travail dans l'État. Soyez médecin, soyez 2 ans, 3 ans. Après, vous pouvez prendre disponibilité et aller chercher mieux ailleurs. Voilà. Mais le poste de l'État est un poste aussi qui se capitalise très bien.
voilà, pour les opportunités internationales. Et même pour les ONG. Il y a des ONG qui veulent que tu aies une expérience, que tu comprennes le contexte. Tu as travaillé en district sanitaire, tu comprends le contexte du district sanitaire. Tu comprends le contexte du CHU du CHU en général. Et ça te permet de mieux travailler avec les partenaires institutionnels quand tu seras dans le privé. Alors, merci bien. D'accord, merci beaucoup, cher maître. On passe la parole à Dr Aboubakar pour la troisième question. Je profite également et demander l'indulgence de tout un chacun pour que vous posiez une question, vu qu'on est poursuivi par le temps. Là, si après le temps nous permet, on va redonner la parole aux autres. Merci. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Tissé, et merci à Abdoulaye pour ces questions. Et il faut dire que ce sont de très bonnes questions, très pertinentes. Et docteur Kiri et docteur Mahmoud ont répondu aux deux premières questions. Alors, donc, c'est la troisième question en lien avec le fait que j'ai été recruté déjà en ma 5e année. Voilà, donc ça répond encore à la question du réseautage. Voilà, donc moi, quand j'étais étudiant, très rapidement, j'ai compris que le réseautage, c'est la base de tout. Donc, comment on fait pour avoir beaucoup de réseautage? C'est en rentrant au laboratoire d'anatomie. Donc, j'avais fixé ça depuis la première année comme étant un objectif. Et quand je suis arrivé en 3e année, j'ai fait le test, j'ai été recruté comme sous-moniteur, et de sous-moniteur, je suis passé à moniteur. Pourquoi je voyais ça comme ça? Parce qu'au laboratoire d'anatomie, on avait beaucoup d'aînés qui étaient vraiment éloquents, des gens qui étaient vraiment branchés déjà dans les ONG. Donc, quand j'ai intégré et j'ai fait connaissance avec ces aînés-là, ce sont ces aînés-là qui nous envoyaient de temps en temps les offres. Voilà, par exemple, ce sont des aînés qui ont déjà eu des expériences de travail dans les ONG. Quand il y a des offres qui concernent beaucoup plus les étudiants, ils balançaient ça dans le groupe. Mais, bon, je vais dire, malheureusement ou heureusement, j'étais le seul qui osait, en fait. Parce que quand les autres voyaient ces informations-là, bon, le domaine des ONG, c'est trop complexe, c'est pour les autres, je n'ai pas encore fini, je suis toujours étudiant. Donc, moi, je prenais toujours le temps, je lisais et j'essayais de comprendre. Ah, donc, vous travaillez dans l'ONG, on a besoin de telle formation, je notais dans mon calepin, on a besoin de tel stage, je note dans mon calepin. Et au finish, j'avais un calepin où je connaissais pratiquement beaucoup de profils, en fait. Quand on me dit profil de coordonnateur de projet, je sais telle formation il faut, ou bien telle expérience il faut. Donc, c'est comme ça que je faisais. Et un jour, j'étais là, et l'aîné m'a envoyé une offre qu'on avait besoin de 5 enquêteurs. Il dit, ah tiens, ça va, mais je ne savais pas faire de CV, donc je lui ai demandé, il m'a expliqué. J'ai postulé. Et ça, j'avais même oublié carrément, ils m'ont appelé pratiquement une année après. Ils disent que ces messieurs sont venus me dire, ah bon, vous êtes retenu pour un entretien dans une ONG. Il dit, ah ça, j'ai jamais fait d'ONG, on fait comment? J'ai contacté l'aîné, il m'a donné les secrets, et je suis allé, paf, ça a marché. Et voilà, maintenant, comment trouver une astuce pour concilier ça avec les activités académiques et les activités de l'ONG? Ça, c'était un casse-tête, mais il faut dire qu'il faut savoir aussi s'adapter. Et voilà, donc j'ai toujours travaillé à bosser quand j'avais le temps libre et puis aller faire mes activités. Et voilà, bon, heureusement, ça ne m'a pas empêché d'être médecin, ça m'a aussi empêché d'avoir une expérience dans les ONG. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître. Merci à tous pour les réponses données. Nous espérons que M. Zakaria Higuera est satisfait des réponses qui lui ont été apportées. Merci beaucoup. Il y a M. Abakar Bigna Solomon qui a levé la main. Nous vous écoutons. Merci. Alors, M. Abakar Bigna Solomon, vous êtes là. On vous donne la parole pour poser votre question. D'accord, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir, chers participants intervenants. Et j'aimerais vite poser une question et aussi apporter un tout petit témoignage. Ma question est la suivante. J'ai une angoisse
qui ne me permet pas d'avancer. C'est-à-dire, je me dis, vaut mieux que je reste dans les postes que j'occupe, d'aller chercher une autre opportunité meilleure que cela et de ne pas réussir plus tard. Donc, j'ai toujours cette angoisse-là. Mais la volonté y est, mais j'ai cette angoisse de le faire. Donc, vu l'expérience de tous ces participants, donc, j'aimerais une très bonne orientation. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'évidence pour que j'ai réussi à surmonter cette angoisse? Ça, c'est ma question, donc elle est ouverte à tous les participants. Le témoignage que je peux apporter, certes, dans le plateau, il y avait une personne qui j'ai eu la chance d'avoir me donné certaines orientations qui m'ont permis de regagner le monde humanitaire. Qu'auparavant, je pensais que c'est juste réservé pour les uns qui ont cette aptitude d'atteindre leur objectif, mais finalement, je me suis dit que c'est une opportunité pour tout le monde. Donc, j'ai eu des orientations vraiment convaincantes qui m'ont permis de rejoindre ce monde humanitaire-là. Donc, c'est juste ça que j'aimerais avoir aussi des réponses à ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abaka Bigna. Voilà votre question est que vous avez une angoisse handicapante. Donc, nous allons passer la parole à Dr Abdourachid Kéré pour essayer de résoudre ce problème-là avant qu'on passe à nos autres invités. Merci. Ok, merci pour la parole. Les angoisses professionnelles, nous en avons tous les jours. Souvent, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois rester là où je suis? Est-ce que je dois aller ailleurs? Maintenant, c'est personne dépendant. Si tu es dans une boîte privée où tu te sens à l'aise, tu n'as pas d'angoisse professionnelle avec tes collègues et tu as une bonne rémunération, alors c'est bien d'évoluer pendant longtemps dans une organisation parce que ça te donne des opportunités d'évolution. Tu rentres comme assistant projet, ensuite tu deviens chargé de projet, ensuite tu deviens chef de projet, ensuite tu deviens coordinateur projet, coordinateur programme, et pourquoi pas représentant pays. C'est très bien de durer dans une organisation bien structurée parce que ça te permet d'évoluer jusqu'au sommet de la chaîne. Cependant, c'est aussi bien d'avoir diverses expériences. Voilà, par exemple, quand je prends le cas du docteur Mahama, il a eu plusieurs expériences dans plusieurs ONG et ça fait que quand il postule, il y a des gens, quand ils postulent, forcément, on va les appeler parce que on voit qu'il a travaillé à MSF France, Suisse, il a fait Aliments, il a fait Puis, Première Urgence Internationale. Donc, ça aussi, c'est bien parce qu'il a pu voir plusieurs façons de travailler, diverses manières de fonctionner dans des organisations. Alors, moi, je pense qu'il faut déjà regarder où tu es. Est-ce que cette organisation où tu es actuellement, c'est une organisation qui sera pérenne? Quand je dis pérenne, est-ce que ça va durer dans le temps? Parce qu'il y a des projets qui ne durent pas du tout. Et de voir, est-ce que l'organisation interne est costaud? Parce que ça aussi, ça compte. Est-ce qu'il faut rester dans une structure, une association pendant longtemps alors que l'organisation n'est pas bien costaud et que tu n'arrives pas à capitaliser, à bien apprendre des choses? Voilà, il faut déjà regarder où tu es. Et si c'est une organisation bien structurée, où tout le monde s'entend très bien, parce que même l'atmosphère de travail souvent dans des organisations n'est pas facile, donc il faut y rester et essayer d'évoluer. Mais dans le cas contraire, si c'est bizarre et que ça vacille, bah, tu prépares ton CV et tu postules dans des coins plus structurés et pour bien sûr des postes supérieurs à ce que tu fais actuellement. Alors je pense que c'est ce que je pourrais dire à la question de M. Abaka. Et beaucoup de courage et pas de stress. Merci beaucoup, cher maître, et pour l'intervention. Je ne sais pas si les autres invités ont quelque chose également à apporter à cette question. Si oui, nous vous écoutons. Merci.
Oui, docteur Mamadou, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, merci beaucoup. Je pense que, comme mon prédécesseur l'a dit, elle est fréquente cette question, elle est nuance. Et être bien dans un poste qu'on a, pourquoi dire se lancer dans quelque chose où on pourrait peut-être pas réussir, où l'institution on y va peut-être mal nous va, où on est en train de trahir plus ou moins tous nos collègues qui sont là, ainsi de suite. Alors c'est des questions qui sont fréquentes et qui reviennent. Mais moi je pense qu'il faut d'abord penser dès le début, sans expérience, sans rien, tu as postulé. Pourquoi tu as postulé? C'est pas juste pour rester campé dans cet état stagnant là toute ta vie sans toutefois, je sais pas moi, se mettre des défis, des challenges, des défis à relever bien sûr, des challenges, l'apprentissage continu et progresser. Alors c'est très facile de postuler dans une autre institution et ne pas peut-être réussir même l'entretien et ne pas aller ou signer le contrat ailleurs. Au fait, tu n'as rien à perdre. Dis-toi que tu n'as rien à perdre, tu es un outsider quand tu es dans une institution et que tu veux voir d'autres challenges. Même si tu l'as réussi, tu n'es pas obligé d'aller signer ailleurs. Alors comme ça réduirait peut-être cette angoisse, cet stress permanent. Je donne un exemple. J'étais par exemple chef de projet que je trouve un poste plus ou moins très intéressant pour la suite. Et je dis bien pour la suite. C'est pas pour dire que je vais demeurer chef de projet toujours. Certes, même s'il est bien rémunéré, ainsi de suite, l'objectif c'est d'atteindre par exemple l'expatriation. Et pour être expatrié, il faut avoir certaines plus ou moins expériences dans d'autres compétences par exemple. Donc tu peux pas juste l'avoir avec le poste de chef de projet. Tu te dis, ok, pourquoi pas, je vais essayer ça pour enrichir mon CV et peut-être penser obtenir cette expatriation que j'ai tant voulu, que j'ai tant cherché. C'est comme ça qu'on peut grandir. Il ne faut pas avoir peur de laisser ce qu'on a comme mieux dans le monde humanitaire, hein, d'aller chercher quelque chose qui est en dessous de ce qu'on a, mais qui pourrait plus ou moins enrichir ton parcours et par la suite te faciliter, t'ouvrir d'autres portes. C'est ça qui est très intéressant. Mais si on entre dans le monde humanitaire pour se dire que voilà, j'ai un job, j'ai un revenu et je me sens bien et je reste là sans bouger, alors tu es en train de te mettre, même si tu passes CDI, parce que souvent l'humanitaire c'est des projets et ces projets sont financés par des bailleurs. Elles ne sont pas éternelles. Quelle que soit la durée de ces projets, un jour, il va prendre fin. Même si tu as un CDI, plus ou moins style local. Et en local, c'est difficile, après ça, de plus ou moins progresser parce qu'entre-temps, il y a d'autres gens qui ont passé plusieurs ONG, plusieurs postes, plusieurs expériences. Malgré que tu es CDI dans cet ONG, quand tu vas postuler, on va trouver un autre CV qui est plus intéressant que le tien et qui ne pourra pas plus ou moins être retenu. Il y a ces risques-là aussi. Donc, dis-toi que tu n'as rien à perdre de postuler ailleurs. Et d'ailleurs, tu n'es même pas obligé de citer dans les références directement, certaines l'exigent, certes, mais tu devrais parler avec ton supérieur, ton 1+1 direct. Tu lui dis, bon, écoute, je te mets en référence pour des challenges probablement. C'est pas parce que je voulais quitter, mais je voulais explorer aussi si possible. Et dans les ONG, c'est permis. Et donc, c'est 1+1, en sorte un complice qui pourrait facilement témoigner en référence pour toi que de mettre directement le chef de projet ou directement le chef de mission, ainsi de suite. Si on les appelle tout de suite, moi par exemple, si je suis ton supérieur et que j'ai besoin de toi, les projets au milieu de son truc, il faut recruter une personne, il faut plus d'1 mois pour lancer les avis, organiser les concours, ainsi de suite. Ça prendra du temps. Donc, je pourrais facilement dire que non, il est sous contrat pour 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, et ensuite décourager l'autre recruteur pour ne pas qu'il te recrute. Mais le secret, c'est vraiment dans les références, les personnes que vous prenez comme référence. De grâce, moi, personnellement, j'ai été victime parce que
il y a des recruteurs qui m'ont appelé pour me dire que voilà, vous êtes cité comme référence telle. Est-ce que vous confirmez? Alors que la personne ne m'a même pas informé. Et donc, c'est vrai que j'ai pas dit des mauvaises choses sur la personne. Et j'ai dit des bonnes choses, mais par la suite, je l'ai rappelé, je lui ai dit non, prochainement, quand tu mets quelqu'un en référence, il faut l'informer au préalable. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il se peut que j'ai dit non, je ne connais pas cette personne, je raccroche et puis c'est tout, il est foutu. Donc, l'important, dis-toi que voilà, dans tout ce que tu es, le monde humanitaire, c'est un défi et c'est un challenge en perpétuel, plus ou moins changement. Donc, n'aie pas peur du changement. Le changement est toujours positif, qui te permettrait, bien sûr, si tu as l'objectif et l'ambition de grandir, et de grandir comment, tout en ayant cette expérience et cette expertise qui pourrait être très importante, surtout pour l'expatriation. Et donc, ce que j'ai apporté comme plus ou moins d'éclaircissement sur l'angoisse professionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître. Et nous allons rappeler que nous sommes poursuivis en fait par le temps parce que il nous reste environ 6 minutes et nous allons passer la parole à Dr Aboubakar Sow s'il a des éléments de réponse à apporter à Monsieur Aboubakar Bigna. Merci. Ok, merci beaucoup. Et il a posé une question très pertinente et mes prédécesseurs ont donné des réponses aussi très intéressantes. Et il faut dire que ce qu'il ressent, ça arrive à tout humanitaire. Je ne vais même pas dire tout travailleur. Mais au vu des réponses, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, il y a déjà de bonnes choses. Mais ce que je vais signaler ici aussi, il ne s'agit pas de parti pour parti. Et il faut toujours partir en de bons termes. Voilà, parce qu'il y a des organisations qui vous donnent un contrat à durée indéterminée. Et ce contrat-là, ça vous engage, ça engage l'ONG. Et si vous êtes recruté, si vous avez décidé de partir, c'est des négociations. Il faut négocier avec l'organisation. Votre nouveau recruteur qui va vous recruter, vous lui dites, bon, moi, vous lui dites la vérité, je suis sous contrat et je pense pouvoir me libérer à telle date. Est-ce que ça vous va? S'il dit oui, tu reviens vers ton employeur actuel, dis, bon, j'ai été recruté, j'aimerais vraiment explorer d'autres contextes. Et si vous me permettez, voilà, vous partez en de bons termes. Mais si, parce que vous êtes recruté ailleurs, aujourd'hui vous levez, vous démissionnez, tout en sachant que le projet, surtout le projet dans le domaine médical, compte beaucoup sur les médecins. Voilà, si toi, médecin, tu es là et du jour au lendemain, tu te lèves, tu démissionnes, ça va chambouler le programme et ça peut entraîner des répercussions. Et toi, on t'identifie. Peut-être que demain, tu peux avoir un poste intéressant dans la même boîte où tu vas vouloir repostuler. Et si tu es fiché, ça gâte vraiment la suite du processus. Donc, c'est toujours ton N+1, vous discutez, c'est ton ami, vous discutez, ah, moi j'aimerais explorer tel contexte, est-ce que, voilà. Et quand vous entendez, il n'est même pas obligé de faire par la hiérarchie. Vous entendez, tu postules, tu pars. Si tu es retenu que tu veux partir maintenant, vous venez vous discuter. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais aussi signaler, il faut toujours avoir un plan de carrière. Il faut toujours avoir un plan de carrière. Et c'est sur la base de ce plan-là que vous allez décider de s'il est temps de partir ou si je dois encore rester. Parce que je suis à MSF parce que je veux accumuler telle compétence. Et une fois que j'ai ces compétences, j'essaie de voir est-ce que je peux avancer. Si je ne peux plus avancer, et qu'on me dit qu'il y a Aliment qui recrute un poste de peut-être superviseur, médecin superviseur, où je vois que je n'ai pas ces compétences, je n'ai pas peur, je postule. Tout en sachant que, bon, il y a certaines ONG où ils fonctionnent sur la base des financements, où quand le financement est fini, on vous remercie, c'est ne jamais avoir peur du chômage. Parce que c'est la peur du chômage là qui fait que beaucoup sont réticents. Ils ne veulent pas vraiment se lancer et ils perdent énormément d'opportunités. Donc, c'est de s'organiser sur le plan financier, voilà, préparer déjà, se mettre en tête qu'une fois le monde humanitaire, du jour au lendemain, vous perdez au chômage. Et quand vous affrontez ça, vous vivez mieux. Voilà, vous vous préparez financièrement et quand le chômage vient, vous encaissez et vous vous préparez pour d'autres opportunités. Voilà, donc c'est ce que je pouvais ajouter à sa question. Sinon, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, cher maître, pour les interventions et nous espérons que M. Aboubakar Bigna est satisfait en fait de la qualité des réponses qui ont été apportées. Merci beaucoup.
Je le rappelle encore, nous sommes poursuivis par le temps. Il nous reste seulement 2 minutes, mais comme il n'y a pas quelqu'un qui lève le doigt, moi j'ai une question, si vous permettez, que je veux poser une question quand même assez concrète et voilà, on va voir si ça va pas nous prendre plus d'1 minute. Je m'adresse à Aboubacar So. J'aimerais savoir, existe-t-il des erreurs fréquentes à éviter quand on veut faire carrière dans le monde humanitaire? Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, il faut dire que c'est une très bonne question. Et effectivement, il y a des erreurs qu'il faut éviter. Voilà, il y a des erreurs qu'il faut éviter. Il y a Dr Mahamad qui a évoqué une erreur. Alors, quand vous voulez mettre quelqu'un comme référent, il faut vraiment prendre le soin d'informer cette personne. Ah, cher aîné, je veux vous mettre comme référent sur mon CV. Là, il est prêt. Et il sait que le jour où on l'appelle, il est prêt à bien parler de vous. Parce que souvent, on a plusieurs jeunes frères qui sont là et on peut t'appeler un jour à un tel, est-ce que tu ne te souviens plus trop bien de lui. Donc, tu peux dire, bon, je ne me souviens pas et il perd des opportunités. Ça, c'est un. Et il faut aussi éviter d'être malhonnête. La malhonnêteté avec l'humanitariat, ça ne colle pas du tout. Il faut être honnête. Vous parlez français, vous parlez anglais, sur votre CV, vous mettez ça. Mais il ne faut pas mettre des compétences sur votre CV que vous n'avez pas. Voilà, disons, mentir. Non, ça, c'est vraiment à éviter parce qu'à l'entretien, on peut vraiment vous éliminer. Une fois que vous êtes dans la boîte, il faut éviter d'aller à l'encontre des principes même de l'organisation. J'aime prendre l'exemple sur l'organe MSF. On vous dit, et à MSF, on ne veut pas de discrimination, on ne veut pas de propos anti. Voilà. Donc, vous vous arrangez à être dans cette ligne de conduite-là. Il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on vous a fixé comme objectif, voilà, sur le plan comportemental. Voilà. Donc, je vais laisser la parole aussi aux autres qui vont sûrement compléter. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup, cher maître. Et nous écoutons si nos autres invités ont quelque chose à apporter à cette question. Docteur Abdourachid Kéré, vous avez la parole. Ok, merci bien pour la parole. C'est comme mon confrère l'a dit, il y a quelques erreurs que en fait, beaucoup de gens font et ça les rattrape après. Voilà, comme moi j'aime le dire, et par rapport par exemple au CV, comme ce que le docteur So a dit tout de suite, il ne faut pas mentir, mais il faut savoir dire de façon magnifique les choses. Voilà, parce que il y a certaines choses que tu peux ajouter pour te mettre en valeur et que tu sais que tu peux le faire. Voilà. Ça, par contre, tu as bien dit la chose. Tu as marmaillé, comme on aime le dire. Voilà. Donc, on peut marmailler le CV, mais tout ce qu'on met sur le CV, il faut être sûr que nous pouvons, voilà, on peut le gérer si on nous demande. Voilà. Une fois dans la boîte, comme le docteur le disait, il faut non seulement être respectueux envers les principes de la boîte, mais il faut aussi, il faut jamais dire que je ne sais pas le faire. Voilà, j'ai eu des cas d'amis comme ça qu'on a remercié parce qu'ils pensent ils sont honnêtes, ils disent je sais pas le faire. Non, tu sais le faire, mais on te demande un travail. Fais-moi les TDR de cette activité-là. Tu n'as jamais fait des TDR, des termes de référence. Mais faut pas dire que tu sais pas le faire. Tu dis ok, je suis responsable. J'ai qu'un texte jusqu'à quelle deadline. Voilà, quelle deadline j'ai pour vous remettre les TDR. On va te dire, bon, tu as jusqu'à mercredi pour m'envoyer les TDR. Tu t'assures avec tes connaissances, ton réseau, pour pouvoir voir quelqu'un qui va t'aider. Il ne faut pas dire, je ne sais pas le faire. Voilà. Et tu proposes quelque chose. Quand tu proposes quelque chose, voilà, et même si ce n'est pas parfait, voilà, les responsables vont se charger de finaliser cela. Voilà. Donc, c'est quelques trucs comme ça qui me viennent dans la tête. Mais je sais qu'il y a plein d'autres choses. Et avec les différentes conférences que Wikaya organise, on aura le temps de les dispatcher pour que ce soit plus clair. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup, cher maître, pour la réponse. J'aurais aimé donner la parole à notre cher maître, docteur Mahamat, mais je vois que nous sommes
pourchassés par le temps et nous avons dépassé de 2 minutes. Donc, vu que nous avons le lien, j'espère qu'on pourra après contacter pour avoir d'amples informations ajoutées. Merci beaucoup. Avant de conclure à cette rencontre, je veux passer la parole à Dr Amine Bichara Amine qui a quelques infos à passer avant qu'on passe à la conclusion. Merci. Cher maître, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup à Mademoiselle Cissé pour la parole. Et merci beaucoup aux invités, Dr Aboubakar Sow, Dr Mohamed Nourbia et Dr Kéré Abdourachid. On a beaucoup appris aujourd'hui. En tout cas, on va dormir moins bête, comme on aime le dire. Et vraiment, en tout cas, nous, on vous remercie énormément et on s'excuse aussi de prendre beaucoup de votre temps et j'espère que les invités, les participants ont aussi apprécié et ils ont bénéficié de quelque chose. Il y a Abdourachid, Kéré Abdourachid, qui vient de partager aussi la chaîne de Wikaya Plus où on partage les informations là-bas. Bon, il faut dire que Wikaya Plus c'est une plateforme qui est là dans le domaine de la santé publique, la prévention des maladies et aussi les partages. Et quand on dit la santé, c'est tous ces aspects. C'est pas seulement la santé physique, c'est pas seulement la médecine d'organes, mais on parle au-delà de ça. C'est-à-dire la santé publique comme était définie par l'OMS, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect social et tout. Donc c'est dans ces sens-là qu'on avait invité aussi nos invités qui vont nous parler, qui ont parlé sur comment intégrer une ONG, les parcours et les conseils concrets. Parce qu'il n'y a pas que pour soigner son camarade, comme notre professeur, le gynécologue, il s'appelle, j'ai oublié son nom, Charlemagne, a dit, si tu es médecin, si tu es un malade mental ne peut pas soigner son collègue. Donc, il faut soigner aussi le mental, il faut soigner aussi la poche pour pouvoir être tranquille et soigner sur les plans physiques. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a organisé ces panels-là, cette conférence. Mais on espère aussi on va faire d'autres séances dans ce sens, plus spécialisées, où chacun va venir exposer sur un thème et vous aurez le temps de poser beaucoup de questions. Et n'oubliez pas d'intégrer aussi la chaîne Wikaya Plus. Nous sommes aussi disponibles. Il y a la page Wikaya Plus sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Et bon, il y a un participant aussi qui avait proposé si on ne va pas créer un groupe WhatsApp comme ça, les autres pourront aussi interagir. Bon, on va peut-être réfléchir sur ça et on va vous contacter. Nous allons vous contacter à travers les liens. Donc, je laisse la parole à Mademoiselle Cissé pour les mots. Merci beaucoup, cher maître, pour les interventions, les éclaircissements. Merci beaucoup. Et je profite aussi. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir laissé vos différentes occupations pour participer à cette conférence qui nous a permis de beaucoup apprendre sur les ONG avec nos éminents invités qui se sont entretenus en long et en large sur ce sujet d'importance capitale. Merci à tous, que Dieu vous récompense et nous ouvre les portes du succès. J'ai retenu... Excusez, je vois qu'il y a Rachid Kéré qui a soulevé la main, je ne sais pas. D'accord, nous lui passons la parole alors, merci. Non, c'est pas pour prendre beaucoup de votre temps, mais c'était juste pour dire à la communauté qui nous suit de tout faire pour inscrire leur nom sur le Google Form qui a été envoyé, parce que ça nous permettra de créer des réseaux, parce que souvent, vous allez, si vous nous faites signe, les uns et les autres sont hyper occupés. D'autres peuvent vouloir nous faire signe pour des occupations. On pourra partager ça avec tout le monde. En même temps, s'il y a des groupes WhatsApp qui sont créés à cet effet-là, quelqu'un pourra dire, aide-nous avec le CV, mais individuellement, ça sera hyper compliqué. Donc, essayez vraiment, peut-être après, à la fin, laissez un petit moment aux uns et aux autres qui n'ont pas encore pu remplir le Google Form qui est dans le chat, pour qu'ils puissent remplir le Google Form avec leur numéro WhatsApp.
Ainsi, on pourra créer des communautés, des groupes WhatsApp. Et s'il y a des informations que les gens veulent, on pourra leur partager ça là-bas. Ça profitera à tout le monde. Merci beaucoup, mademoiselle Cissé. D'accord, merci beaucoup, cher maître. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire et de partager. Et on se donne rendez-vous le dimanche 27 juillet à 12h pour une autre conférence sur la santé mentale. Merci beaucoup à tous et portez-vous bien. Bon après-midi. Merci. Merci, ciao, ciao.